À propos d'enseignement, le livre démarre par un chapitre qui s'appelle Transmission. Alors c'est intéressant, ça pose question puisque on voit bien que le savoir est la pierre angulaire quand même de cette civilisation. Et en même temps, la transmission du savoir a tellement changé puisqu'aujourd'hui la transmission est collective. Alors que dans votre livre, on voit bien le lien qui va se tisser entre le sage et le disciple. Et donc, de fait, la sagesse ne peut pas être considérée de la même façon aujourd'hui. Oui, vous allez me contraindre à dire du mal de notre époque. Non pas que ça me déplaise, mais pendant très longtemps, on a estimé des choses élémentaires. Et je crois qu'aujourd'hui, moins c'est élémentaire et plus c'est biscornu, plus c'est à la mode. Mais on a estimé qu'effectivement, un ancien savait plus de choses qu'un jeune homme, qu'un enseignant savait plus de choses que son élève, son enseigné. Ça paraissait normal. Il y a quelqu'un qui ne sait pas, il y a quelqu'un qui sait. Un jour, quelqu'un qui ne sait pas rencontre quelqu'un qui sait, qui lui dit « je vais te transmettre ce que j'ai appris, parce que je suis plus âgé que toi, parce que je suis ton professeur, parce que j'ai fait moi-même des études, eh bien, je vais te le transmettre parce que tu ne le sais pas. » Et comme ça contrarie la religion égalitariste, où tout le monde doit être égal à tout le monde, les grands sont à l'égalité avec les petits, les gros avec les maigres, les jeunes avec les vieux, etc. Donc on dit, mais l'enseignant et l'éducateur et l'enfant, c'est la même chose. Et on a même inversé des choses. Et François-Xavier Bellamy disait ça récemment dans un de ses livres. Il dit, mais comme moi j'ai passé l'agrégation, que je suis devenu jeune prof et que j'ai rencontré l'inspecteur a dit, vous n'avez rien à transmettre. Formidable. C'est l'inspecteur lui-même qui dit à son professeur de philosophie que devant sa classe, il n'a rien à transmettre. Alors quand on commence à dire que l'enseignant n'a rien à transmettre et que d'une certaine manière, je n'invente même pas, les élèves ont des choses à apprendre à leurs enseignants. Vous avez bien compris, hein, c'est pas l'inverse. Les élèves ont des choses à apprendre à leurs enseignants et que l'enseignant doit se mettre à l'écoute des enfants qui ont des choses à apprendre aux enseignants. On dit jusqu'où ira la démagogie? Jusqu'où ira la démagogie? Vous êtes professeur d'anglais, vous arrivez dans un collège, vous êtes censé apprendre l'anglais à un enfant qui n'a jamais appris l'anglais, et la pédagogie moderne vous dit que vous, enseignant d'anglais, vous avez des choses à apprendre de votre élève, notamment dans la matière qu'il ne possède évidemment absolument pas. Donc évidemment, quand on est cul par-dessus tête comme ça sur ce sujet-là, la transmission n'est plus possible. Parce que la transmission suppose la modestie de celui qui ne sait pas. Et on dit « je ne sais pas ». Moi, je vais bientôt apprendre des choses, là, je vais apprendre à piloter un bateau, par exemple. Eh bien, je ne suis pas de ceux qui disent « j'arrive, je sais tout, et vous, vous ne savez rien, et il va falloir que je vous explique comment vous m'enseignez mal l'art de piloter un bateau, parce que je ne sais pas piloter un bateau. » Donc j'accepte le principe de dire, c'est l'humilité de celui qui ne sait pas et qui dit « je ne sais pas, vous savez ». Vous avez une sagesse, une sapience, un savoir. Eh bien, je suis à votre disposition, moi qui ne sais pas, j'ai envie d'apprendre de vous. Donc effectivement, dans toute relation pédagogique, il y a cette idée que quelqu'un sait, quelqu'un ne sait pas. Mais comme aujourd'hui, on n'initie plus personne, parce qu'initier, ça suppose du temps. Ça suppose que vous puissiez dire, je vais t'initier au piano, mais entre le moment où je vais t'expliquer ce que c'est qu'une clé de sol, une clé de fa, et puis le moment où tu joueras très bien une sonate de Beethoven, il va nécessairement y avoir du temps. Et ce temps, il sera en relation avec ton talent. Alors ça, c'est la catastrophe si on se met à parler du talent, puisque tout le monde a le même talent, mais et ton investissement. Si tu fais du piano 10 minutes par semaine, c'est pas exactement la même chose que si tu fais du piano 2 heures par jour. Donc l'idée de dire il faut de l'humilité, il faut de la patience, il faut de la persévérance, il faut du courage, il faut ne pas désespérer de l'entreprise. Alors là, que des vertus fascistes. Hein, donc évidemment, courage, patience, modestie, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc, réac et tout, tralala. Donc vous dites, mais non, c'est comme ça que ça se passe depuis toujours. Un sabotier qui transmet à un apprenti l'art du sabotier, eh bien, il dit à quelqu'un, tu ne sais pas, tu sauras. Et c'est ainsi d'ailleurs que la franc-maçonnerie surgit quand on dit à un moment donné, j'ai des secrets à t'enseigner, mais je ne vais pas te donner mes secrets à tout le monde, donc je te choisis, tu es élu. Et je vais t'expliquer comment il faut tenir ton marteau, par exemple, ton burin, et quand tu sculptes la pierre, fais pas ce geste-là, tu n'y arriveras jamais. Prends ton outil ici, prends l'autre ici, fais ce geste, tu vois comment ça marche, voilà. Et on transmet. Alors, je trouve que notre période, notre époque a perdu le sens de la transmission, a perdu le sens de la distinction entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, le sens de la distinction, le sens de l'initiation avec ce que ça suppose en temps. C'est-à-dire il faut investir dans le temps. Aujourd'hui, on dit, mais devenez compositeur avec le logiciel que vous achèterez dans la minute. Téléchargez le logiciel du con qui va vous rendre compositeur comme Chopin. Et vous tapez 2 ou 3 trucs, et d'un seul coup, il vous sort une musique à peu près agréable à l'oreille et éventuellement à l'esprit. Et on vous dit, mais à quoi bon?
passer 10 ans à apprendre la composition, l'harmonie, etc. Donc voilà, vous jouez aujourd'hui de la guitare sans savoir jouer de la guitare. Vous avez juste tout ce qui vous permet de gratter 2 ou 3 trucs. Ça va embellir le bricolage que vous allez faire. Ça va produire un son auquel tout le monde est habitué aujourd'hui, puisque tout le monde prend l'ascenseur et tout le monde connaît donc la musique. Et donc, on va dans les supermarchés, c'est la même musique. Et on vous dit, bah alors, vous en savez autant que quelqu'un qui fait des études de musicologie. Allez-y. Et avec la possibilité pour d'autres de dire, ah non, non, il va nous falloir une musique ultra savante en retour. Donc c'est aussi ça la catastrophe. C'est-à-dire que à vouloir prétendument démocratiser, on fait de telle sorte que quelques-uns se renferment dans l'élite et dans l'élitisme en disant, mais non, nous, on va préserver une musique savante qui ne va être perçue, conçue et entendue, à tous les sens du terme, que par les musicologues. Donc on a des musiciens pour les musicologues, on a aujourd'hui des romanciers qui écrivent pour la critique littéraire ou pour les universitaires, ou on a des philosophes qui écrivent pour les professeurs de philosophie, les agrégés, les docteurs, etc. Et effectivement, dans ces cas-là, là où on voulait démocratiser, on a juste rendu la société plus élitiste, plus inégalitaire, en sachant très bien que ce sont toujours les mêmes qui transmettent à leurs enfants, et toujours les mêmes qui ne transmettent pas, parce que les familles modestes, les gens simples, ne peuvent pas transmettre ce qu'ils n'ont pas. Et comme l'école ne transmet plus non plus, jadis l'école républicaine faisait le métier, enfin faisait s'occuper de ce que les parents ne pouvaient pas faire parce que la culture faisait défaut, le savoir faisait défaut. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Donc, Bourdieu avait tellement raison qu'aujourd'hui, il serait effaré de voir comment c'est, non pas ses intuitions, mais ses analyses de l'époque se trouvent confirmées aujourd'hui, et du simple fait que nous avons récusé cette relation entre celui qui ne sait pas et celui qui sait, entre le maître et le disciple. Et moi, j'ai eu des maîtres, j'en ai eu un, enfin j'en ai eu 2 ou 3, j'en ai eu un en philosophie, des maîtres de vie. Mon coiffeur était résistant, déporté, qui m'a enseigné un certain nombre de choses et qui m'a fait lire aussi des auteurs, notamment les auteurs anarchistes. Mon père, à sa manière, et puis justement Lucien Gerfagnon. Et il ne m'est jamais venu à l'esprit de dire que je savais plus de choses que lui, alors que j'en savais moins. Ça n'avait aucun sens. Et j'ai aimé être un disciple. J'ai aimé être un disciple. Vraiment, il y a une vraie jouissance à avoir quelqu'un qui dit, je te conduis. Tu te déplaceras dans ce labyrinthe parce que je serai ton fil d'Ariane. C'est un bonheur. Ça a été pour moi un bonheur.